Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? La 7e édition de la fête de la tête de moine promet d'embraser Bellelay avec son thème « La tradition ». Prévu pour le week-end des 4 et 5 mai dans le Jura bernois, cet événement gourmand s'annonce comme une célébration du savoir-faire ancestral et des produits du terroir. Au cœur de cette fête authentique, les visiteurs auront l'occasion d'assister à la fabrication traditionnelle du fromage au feu de bois et de découvrir une variété de produits régionaux dont plus de 50 chalets dédiés. Le temps fort de l'événement inclurant un concours international de plateaux de fromage et le prestigieux concours de la meilleure tête de moine AOP. Attention, ça c'est très important, on va en parler dans un instant. Pour clôturer en beauté, un samedi soir de fondue géante et un dimanche matin de brunch raviront les papilles des participants. Notons également que Franck Giovannini sera le parrain de cette édition, ajoutant une touche de renommée gastronomique à l'événement. Et pour en parler ce matin, je reçois sur le plateau Martin Siegenthaler, organisateur de l'événement et fromager aussi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être là d'aussi bon matin pour nous parler de cette fameuse girole. C'est la girole pour pouvoir déguster ce merveilleux fromage qu'est la tête de moine. C'est ça ? C'est ça, absolument. Ouais. Voilà, merci d'être là en tous les cas. Vous êtes levé tôt pour venir nous parler de cet événement qui a lieu ce week-end. Donc là, vous êtes en plein dans les préparatifs, j'imagine. Les préparatifs vont bon train pour cet événement qui se déroule donc à Bellelay. Je prononce juste le nom du village. Ouais, moi c'est un accent turgovien. Alors moi je dis aussi Bellelay, mais j'ai pas trop de patience. Je suis toujours un peu stressé. Alors je coupe souvent aussi un peu les. Écoutez, au moins on se comprend, c'est très bien. Ouais. Alors pour le situer géographiquement, on est dans le Jura bernois. On se trouve entre Tavannes, Delémont, Sud-Bienne, c'est ça, plus ou moins. Ouais. Voilà, comme ça. Jura bernois. Jura bernois, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un événement très attendu et il va y avoir, je le disais, un concours de la meilleure tête de moine AOP. Et ça, vous en faites vraiment, c'est très important. Oui, c'est le public qui peut choisir. On a des têtes de moine classiques, c'est les doux. On a le tête de moine réserve et puis on a des bio. On a 3 fromageries qui produisent la tête de moine AOP bio. Et puis eux, ils vont choisir. Et puis on a le prix, ce sera 3 girolles en or. Et puis le meilleur, il va gagner. Et puis on a la remise des prix samedi soir durant la fondue. Ouais. Ok. Qui c'est qui participe à ce concours ? C'est des fromagers de la région qui viennent d'un petit peu partout Quels sont les critères ? Non, c'est vraiment protégé. C'est le canton du Jura, c'est la zone de Montagnais et puis le Jura bernois justement. Ouais. On a 6 fromageries et puis seulement ceux qui ont le droit, qui sont aussi membres de notre association, peuvent participer et puis font partie de ce concours-là. D'accord. Ouais. Par contre, la manifestation est ouverte à tout le monde. Ça, c'est immense. On n'a pas. Il faut rien payer, c'est gratuit. Ouais. D'accord. Nos voisins français qui sont pas très loin participent aussi à cet événement. Ils savent faire du fromage aussi. On a encore un concours de plateau de fromage. Là, ils ont invité, mais les fromages, c'est quand même notre truc. Ils font aussi des très bons fromages, des pâtes molles, mais la tête, moi, c'est à nous. Et puis on le protège. C'est bien à nous, ça. C'est à nous, et puis on le protège aussi. Et puis c'est aussi mon job. C'est pas seulement d'organiser une fête. On protège aussi nos produits, on protège la rosette. On a aussi des copies. Si on a du succès, on a souvent aussi des gens qui copient. Et puis, c'est aussi, on a aussi un avocat derrière qui me soutient si jamais. Mais ce n'est pas le cas ce week-end, j'espère. Ouais, c'est compliqué quand même. Il faut défendre son os, comme on dit. Oui, exactement. Et puis on a aussi une protection. On a vu ce qui se passe au gruyère aux États-Unis. Il faut toujours être derrière. Les derniers 4 ans, on a quand même eu 40 cas. C'est des grands cas, des petits cas. Et puis de temps en temps, parce que les gens ne le sachent pas, que le logo, le nom, la rosette est protégée. Et puis là, c'est important de défendre. Et puis vraiment de commencer tout au début, de ne pas laisser aller. Et puis après, tout d'un coup, on se fait dérouler. Alors, en tant que fromager, parce que vous êtes fromager, quelle est la spécificité de ce fromage, la tête de moine ? Alors, son goût, bien sûr, qu'on apprécie, qu'on aime, évidemment, mais c'est un fromage qui a sa particularité, quand même. Quels sont les mots que vous pouvez peut-être donner en tant que spécialiste ? Ouais, c'est quand même la machine, c'était un produit qui a une histoire plus que 800 ans. Et puis avec l'inventation de la girole de Nicolas Crevoisier, c'est vraiment, parce qu'avant on raclait avec un couteau. Avec un couteau, ouais. Et puis avec la girole, moi je dis toujours le plus fine, les fleurs ou la rosette, le plus de goût sur la langue. C'est un peu comme du chocolat si ça se fond sur la
la langue, on a tous les, C'est le bonheur. tous les goûts. Ouais, Voilà. Alors, pour cet événement, on l'a dit, c'est la 7e édition, c'est juste. c'est juste, exactement. Vous avez un invité d'honneur aussi, hein. Ouais, on a 2 invités d'honneur si on veut. On a le Sprint AOP, la Suisse centrale, et puis aussi Franck Giovannini. C'est pas la première fois que je viens à Crissier, Ouais. mais on est très très fiers qu'il vienne parce qu'il est très très occupé. Puis il vient aussi samedi matin pour notre partie officielle, pour l'ouverture et puis la partie officielle. Ouais, Franck Giovanni, qui est effectivement, qu'on salue au passage, qui est très sensible aux produits régionaux, hein, aussi c'est important, et qui soutient aussi cette démarche. Il va vous faire une recette avec de la tête de moine. On n'a encore pas négocié. On est déjà content qu'il vienne. Il vient aussi de Tramelan, du Jura bernois. Alors, on n'a encore pas eu le temps de faire une recette avec lui. Peut-être on a aussi fait un cadeau à lui. Peut-être pour le futur, il a le temps de réfléchir, de faire quelque chose avec notre fromage. Ouais. D'accord, alors c'est tout un week-end où le fromage est à l'honneur, la tête de moine est à l'honneur, mais on l'a dit, hein, le samedi soir, il y a une fondue. C'est Alors, malheureusement la fondue, déjà c'est à quoi? complet. C'est aussi la tête de moine, hein. C'est aussi une gruyère tête de moine, c'est un mélange, ouais. Moitié-moitié. Ouais. Mais ça, c'est sous réservation. On a 400, on a vraiment un chapiteau de cirque, on a 400 places, c'est malheureusement réservé. Puis le brunch, dimanche matin, c'est encore 30 places qui restent. Mais on peut aussi manger une fondue, on a encore une autre grange. On peut manger de la viande, mais aussi une fondue ou goûter la tête de moine ou acheter la tête de moine. On a tout. Et avec des produits régionaux, hein. Ouais, on a 50 chalets, puis tous des produits de la région labellisés aussi. Ouais. On a tout. Les fromages et charcuteries, l'absinthe. Ouais, aussi. Ouais, il faut aussi digérer après. C'est assez lourd, alors ouais, exactement. Bon, alors, c'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est important de le rappeler. Si vous aimez la gastronomie, si vous aimez les produits régionaux, si vous aimez le fromage, le bon fromage suisse, si vous aimez la tête de moine, c'est l'occasion de venir découvrir un petit peu cet endroit déjà, et puis cette fête, hein, qui fait honneur finalement à ce fromage qu'on aime et qu'on apprécie, hein. C'est ça, c'est ouvert à tout le monde, hein. Absolument, ouais. Venez seulement, ouais. Quels sont les horaires? Comment pour tous les romans qui désirent venir à Belle-Île? Ouais, que ça c'est un peu moins tôt, c'est à 10h qu'on commence, c'est la partie officielle samedi matin. Ouais. Et après, on a aussi une barre, ça finit assez tard, souvent c'est jusqu'à minuit ou plus tard. Et puis dimanche c'est la même chose, le marché s'ouvre à 10h, sûrement vers midi, l'après-midi, c'est là plein de choses à voir. Et puis après on peut manger, on peut goûter sur place ce qu'on a envie. Et il y a une bonne ambiance, on sait faire la fête aussi, évidemment, et c'est l'occasion ou jamais de passer un week-end, on va dire, extraordinaire, différent aussi. Oui, et puis on a aussi beaucoup de musique, on a aussi la musique, la Suisse centrale, putain de musique traditionnelle, mais on a vraiment plein de choses, on a aussi un programme sur notre site, alors si vous voulez voir, vous ennuyez pas, ouais. Voilà, le site internet, hein, pour avoir plus d'infos, n'hésitez pas, vous tapez Tête de Moine ou Belle-Île, de toute façon vous allez tomber dessus. Vous avez pris un livre avec vous sur le plateau, L'univers de la Tête de Moine, c'est un livre qu'on peut trouver... On peut aussi acheter chez nous, on commander exactement, c'est toute l'histoire, on a essayé de rassembler toute l'histoire des derniers 800 ans, comment ça a commencé, qu'est-ce qui se passe, où on exporte en 45 pays, alors c'est vraiment très joli livre avec des très jolies images de la région du produit, de nos producteurs aussi. Et pour comprendre aussi ce nom, la Tête de Moine, comprendre l'histoire, hein, de ce fromage, qui a une belle histoire derrière et qui est plutôt intéressante, effectivement. Merci beaucoup, Martin Siegenthaler, d'être venu nous parler de cet événement. C'est ce week-end, ça se passe à Belle-Île, et vous avez toutes les infos sur le site internet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Du beau temps, on n'a pas de neige, alors on est déjà très très content, un petit peu de soleil, mais les prévisions, comme j'ai vu avant, ça passe plutôt bien. Alors on est très très content et puis optimiste. Ouais. Bon, vous souhaite plein succès, vive le fromage, vive la Tête de Moine, et puis à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine, hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. La Suisse fait face à une crise du logement sans précédent, caractérisée par un manque criant de logements, un recul des constructions et une augmentation vertigineuse des loyers. Cette situation préoccupante
met en péril l'accès au logement pour de nombreux locataires. Les raisons de cette crise sont multiples, allant de la hausse des coûts de construction à la rareté des terrains disponibles. En conséquence, les loyers connaissent une escalade inquiétante, rendant les logements de plus en plus inaccessibles pour une part croissante de la population. Par exemple, dans l'Arc lémanique, plus de 20% des ménages consacrent désormais plus d'un tiers de leurs revenus à leur loyer. Malgré une croissance démographique soutenue et une augmentation du nombre de ménages, le marché immobilier suisse peine à répondre à la demande croissante en logements alloués aujourd'hui. Face à cette crise, certaines solutions sont envisagées, notamment la densification des zones à forte demande et à la recherche de logements dans des régions périphériques. Cependant, ces mesures semblent insuffisantes pour résoudre le problème de fond. Une action concertée des autorités et des acteurs du marché immobilier est nécessaire pour garantir un accès équitable au logement pour tous les citoyens suisses. Les locataires réclament donc des mesures urgentes pour faire face à cette crise qui menace leur stabilité et leur bien-être. Et pour en parler, je reçois ce matin sur le plateau Jessica Jacou, conseillère nationale socialiste et membre influent de l'ASLOCA. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce problème qui pose des soucis à grand nombre de personnes. Ça devient infernal. On parle d'augmentation tout le temps, partout, dans tous les sens. Et en plus, maintenant, ça va être compliqué pour pouvoir être serein à la maison. Hein. Oui, c'est l'enfer. Disons, depuis quelques années, on a vu que la tension a augmenté. Mais celles et ceux qui vivent sur l'Arc lémanique depuis 30 ans vous diront que c'est l'enfer depuis tout aussi longtemps. La situation s'était quelque peu améliorée ces dernières années. Hein. On avait vu un tout petit relâchement de cette pénurie de logements avec plus de logements à disposition sur le marché. Puis c'est vrai qu'alors depuis le Covid, la situation s'est clairement aggravée. Ce d'autant que les taux hypothécaires de référence, qui est un des indices utilisés pour fixer les loyers, a augmenté 2 fois. Une première fois en juin l'année passée et une deuxième fois en décembre l'année passée. Donc on a quand même certains locataires de ce pays, dont beaucoup en Suisse romande et sur l'Arc lémanique, qui en plus d'avoir galéré pendant des années pour trouver un logement, d'y avoir consacré déjà, vous l'avez indiqué, plus d'un tiers de leurs revenus, se sont vus pour certains notifier 2 hausses de loyer depuis une année. Donc la situation est clairement intenable. C'est intenable, c'est pas normal. Et là, vous tirez la sonnette d'alarme. Oui, la réalité, c'est que tout augmente. L'inflation, on l'a vu, a touché tous les biens de première nécessité, les coûts de l'énergie, on l'a vu, les primes d'assurance maladie, c'est encore un autre débat. Oui. Mais c'est vrai que quand le logement augmente, c'est tout de suite des sommes importantes. Quand vous recevez une augmentation de 10-15%, c'est sur des milliers de francs. Et puis surtout, vous ne pouvez pas vous en passer. La réalité, c'est aussi pour ça qu'avec l'ASLOCA, on essaie de monter au front, parce qu'on n'est pas ici sur un bien luxueux ou quelque chose dont on pourrait se passer. Se loger, c'est un bien de première nécessité. Bien sûr. Et puis on réalise que d'une part, des gens sont exclus du logement, et puis que d'autre part, c'est un phénomène de paupérisation. Quand vous consacrez plus d'un tiers de votre revenu pour vous loger, il vous reste pas grand-chose ensuite pour vous nourrir, pour éventuellement avoir quelques loisirs ou pour simplement profiter des beaux jours qui arrivent. C'est le pouvoir d'achat qui diminue. Ça, c'est une certitude. Comme neige au soleil, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour répondre finalement à cette urgence ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Il existe des solutions, mais ces solutions, elles plaisent malheureusement pas à tout le monde. Alors la certitude, c'est qu'on va devoir améliorer cette problématique de la pénurie. Donc on va devoir pouvoir offrir plus de logements aux gens à disposition, mais pas n'importe quel logement. Parce que quand vous avez un immeuble qui sort de terre avec des loyers à 4 000 francs par mois, ça répond pas du tout aux besoins de la population. Évidemment. Donc ça veut dire qu'on doit bien évidemment construire plus, mais on doit pas seulement s'orienter sur la question de la quantité, mais également de la qualité. Ça veut dire qu'on doit pouvoir mettre à disposition des logements qui soient bon marché. Et puis, l'aspect le plus important, c'est qu'il faut absolument réguler la question des loyers. Aujourd'hui, on est face à un marché dans lequel il n'y a vraiment plus aucune règle. C'est la jungle, c'est un safari total. Tous les locataires qui nous écoutent, qui ont peut-être vécu une procédure quelconque de contestation de loyer, ont réalisé à quel point tout se dit plus ou moins n'importe comment et n'importe quand. Donc, il faut remettre un tout petit peu d'ordre.
entendre. Aujourd'hui, il existe des règles sur la fixation des loyers. Il faut le dire, les bailleurs les respectent pas. Les loyers ont considérablement augmenté ces 20 dernières années, alors qu'ils auraient dû baisser parce que les taux ont baissé. Donc, on voit que les loyers, au lieu de baisser de 10%, ont augmenté de 22%. Maintenant, on a un taux qui a légèrement augmenté. Les bailleurs en ont massivement profité pour augmenter les loyers, sans aucun scrupule. Mon petit doigt me dit que quand les taux baisseront, ils seront beaucoup moins enclins à venir spontanément vous baisser votre loyer. Sans aucun doute. Donc on doit maintenant vraiment, puis les cartes sont vraiment en main du Conseil fédéral et puis du Parlement à Berne. Il faut des mesures pour réguler ces loyers, pour éviter cette explosion systématique qui est purement spéculative, et puis remettre un petit peu de cadre et puis offrir la possibilité aux gens de voir leur loyer baisser. Ouais, parce que là ça devient effectivement infernal. Alors pourquoi est-ce que les gens réagissent pas forcément ? C'est peut-être aussi par peur, finalement on est tranquille, on veut pas qu'on nous embête, par sécurité aussi, peut-être qu'on décide de rien dire ou rien faire, c'est ça ? Mais la réalité, c'est que quand vous avez galéré pendant des mois, voire des années pour retrouver un logement, c'est que le premier sentiment que vous avez, c'est la peur de le perdre. Et puis les gérants s'entretiennent ce climat un petit peu de crainte. On vous dit, quand vous avez contesté votre hausse de loyer, on vous dit mais quand même, vous n'êtes pas cool, on a fait un effort, on a refait la peinture, rappelez-vous quand vous êtes arrivé, on vous a fait un petit cadeau, etc. Ça tient pas la route, mais on sent vraiment qu'il y a ce maintien de cette pression. Donc on a malheureusement très peu de locataires qui contestent les hausses. On a très peu de locataires aussi qui utilisent l'outil vraiment exceptionnel qu'est la contestation du loyer initial. Donc vous contestez votre loyer dès que vous êtes rentré dans votre logement. C'est le moment où vous pouvez vraiment obtenir massivement des baisses de loyer. Les gens les utilisent peu, ils ont peur d'une résiliation, ils ont peur de perdre leur logement. Puis ça s'accentue dans une situation hyper tendue de pénurie. Donc on voit finalement que de dire c'est au locataire qu'il revient d'entreprendre les démarches et de faire contrôler les loyers, c'est un système qui fonctionne pas. On est persuadé à la SLOCA qu'il faut un système de contrôle automatique et régulier qui repose pas sur les épaules des locataires. Ça fait complètement biaiser le système et à la fin, celui qui est toujours perdant dans l'histoire, c'est le locataire. C'est toujours le locataire, effectivement. Et à Berne, alors, est-ce qu'on est sensible à ce genre de problématiques, vous qui avez peut-être de temps en temps l'occasion de croiser du beau monde, est-ce que finalement il y a un peu de sensibilisation ou finalement ça reste un petit peu dans le silence, quoi. Ouais, je vais vous donner deux chiffres qui sont hyper parlants. En Suisse, on a 60% de locataires dans le pays. C'est 2/3 de la population qui est locataire. Et à l'inverse, quand on doit voter au Parlement sur des objets qui vont en faveur des locataires, on n'obtient que 1/3 des voix du Parlement. Donc, en gros, les propriétaires immobiliers sont représentés de manière inversement proportionnelle à leur force sur le marché. Ça, c'est vraiment la particularité suisse. On le retrouve par ailleurs pas que dans ce domaine-là. Il y a d'autres domaines, comme par exemple le domaine des assurés, etc. Mais c'est vrai que c'est extrêmement frustrant. Systématiquement, quand vous avez une proposition qui vient au Parlement, et on est nombreux à en avoir proposé, en faveur du droit des locataires pour plus de régulation, pour des baisses de loyer, pour éviter en fait cet emballement, systématiquement les votes tournent autour de 135 contre, 65 pour. Vous voyez un petit peu le ratio. Voilà, les 60 et quelques voix qui sont en faveur des locataires. Je le dis pour vos auditeurs, c'est vraiment pas pour faire de la politique politicienne, mais c'est une réalité. Il y a que les voix socialistes et vertes. Voilà. C'est les seuls. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. La Suisse connaît une crise du logement marquée par un manque de logements, un recul des constructions et une hausse des loyers. Cette situation met en péril l'accès au logement pour de nombreux locataires. Malgré une croissance démographique soutenue, le marché immobilier peine à répondre à la demande croissante. Des mesures urgentes sont nécessaires pour garantir un accès équitable au logement pour tous les citoyens suisses. Et on en parle ce matin avec Jessica Jacou, conseillère nationale socialiste et membre influent de la SLOCA. Merci d'être avec nous. Alors, on a à la fois une hausse des loyers, on a à la fois une pénurie de logements, en même temps on voit que ça construit dans tous les coins, il y a plein de paradoxes dans cette histoire, on n'y comprend plus rien en fait, c'est très compliqué.
Il y a énormément de paradoxes parce que vous avez d'une part le marché existant qui continue à augmenter, puisque vous avez peut-être reçu des augmentations de loyer ces derniers mois alors que ça fait plusieurs années que vous êtes dans votre logement. C'est ça. En parallèle de ça, on construit, vous avez raison, mais on construit pas nécessairement bon marché et on construit pas nécessairement assez de logements d'utilité publique. On a toujours un marché très ouvert à la spéculation avec des gens qui sont là pour se faire beaucoup d'argent et puis un peu moins pour penser aux gens. Donc en fait c'est difficile quand vous êtes à la recherche d'un logement déjà dans un lieu spécifique parce que vous devez souvent en plus élargir le champ de vos recherches pour aller habiter beaucoup plus loin de vos centres d'intérêt, de votre famille ou de votre emploi parce que simplement il n'y a rien à disposition pour vous. Et puis s'il devait y avoir quelque chose à disposition, c'est à ce moment-là hors de prix, donc vous devez vous éloigner des centres. Et ce qui a aussi des impacts sur d'autres politiques publiques, je pense notamment à celle des transports, parce qu'il y a pas si longtemps que ça, quand on changeait de travail, par exemple, on déménageait. Pour s'en rapprocher, maintenant, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pendule. Ça augmente aussi la pression sur les différents axes de mobilité. Ouais, et puis, les transports augmentent aussi. Et les transports augmentent aussi. Ça devient insupportable, ça devient compliqué, finalement. Quelles sont les réactions que vous recevez à la Slocas, que les gens sont finalement sont fatigués, sont inquiets? Quel est l'état d'esprit final? Franchement, les gens, ils ont vraiment très peur pour leur fin de mois. Ça, c'est une réalité. Et franchement, toute classe sociale comprise, on avait peut-être ces dernières années, peut-être les classes les plus fragiles ou les classes moyennes qui étaient les plus touchées. Puis franchement, aujourd'hui, quand vous êtes locataire, tout le monde est à la même. C'est extrêmement difficile de trouver quelque chose. Quand vous avez trouvé quelque chose et que vous allez faire une visite, vous faites la queue pendant des heures pour voir juste un tout petit bout de salon. Ensuite, vous galérez pour déposer un dossier. L'appartement a vraisemblablement déjà été attribué par quelqu'un qui était pistonné. Enfin bon, ça c'est la réalité, c'est la jungle. Les gens sont désespérés et puis du coup, quand ils ont leur appartement, ils y restent. Alors qu'il faudrait peut-être déménager pour se rapprocher d'un emploi ou de la famille. Et puis, c'est un peu la prime à celui qui reste longtemps dans son appartement au détriment de ceux qui ont besoin de déménager. Il y a aussi un phénomène où des personnes à la retraite qui ont un grand appartement, qui décident de prendre quelque chose de peut-être un peu plus petit, finalement restent où ils sont, puisque prendre plus petit coûte plus cher et complique tout finalement, avec moins de commodités, etc. etc. Là aussi, on marche un peu sur la tête finalement. Ouais, et ça s'explique en fait très facilement, c'est que les augmentations de loyers massives, elles interviennent surtout au changement de locataire. Donc si vous restez longtemps dans votre logement, on sait qu'il y a des locataires qui sont depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans dans leur appartement. Ces personnes-là ont des loyers qui sont plus bas comparativement sur le marché, puisqu'ils sont pas partis, donc les gérants n'ont pas eu la possibilité de pouvoir faire ces augmentations massives dont je parlais. Puis après, ces personnes, quand elles souhaitent simplement déménager pour avoir plus petit, parce que elles n'utilisent plus toutes leurs pièces, ou parce que ça devient compliquer d'entretenir un grand appartement, elles le font pas. Pourquoi? Parce que sur le marché, les logements plus petits, d'une part, ils n'existent pas dans votre quartier, donc vous devez vous retrouver à déménager très loin de vos centres d'intérêt, peut-être très loin aussi des lieux d'accessibilité aux différentes commodités, puis parce que surtout, c'est plus cher, et que vous n'avez aucune raison de le faire. Il y a certaines études qui estiment, c'est assez intéressant, c'est que sans faire la police de l'occupation des logements, mais simplement en permettant à celles et ceux qui veulent plus petit de pouvoir accéder à plus petit avec un loyer meilleur marché, on pourrait déjà fournir et mettre à disposition du marché des logements dont les gens ont besoin. Ce sont surtout des 3 ou des 4 pièces. Et puis, on pourrait déjà ici avoir, par le biais des rocades, une plus grande disponibilité. Mais pour ça, il faudrait avoir vraiment une intervention sur les loyers, sur le marché, ce que aucun politique, malheureusement, ne veut pour l'instant. Alors, dans un monde idéal, il faudrait que les acteurs du marché immobilier et les politiques puissent s'entendre, discuter. C'est souvent les mêmes personnes en plus, mais qui puissent peut-être avancer sur ce sujet. Mais là, il n'y a pas une véritable volonté de faire avancer les choses. Non, en fait, la réalité, elle est assez simple. C'est que des discussions, on en a. Des tables rondes, elles sont organisées dans tous les sens. À Berne, dans le canton de Vaud, vous savez, dans ce pays, on adore mettre tout le monde autour de la table pour discuter. Mais à la fin, la réalité, c'est qu'on n'est pas d'accord. Enfin, vous pouvez pas mettre d'accord les locataires qui disent maintenant, il faut taper du poing sur la table, ça finit la récré, on met un peu de régulation parce que les gens, ils sont étranglés par leur loyer. Puis à côté de ça, vous avez un secteur de l'immobilier qui dit mais nous, ça fait 20 ans qu'on se sucre sur votre dos, on va pas arrêter. Le conseil qu'on peut donner peut-être pour terminer à nos auditeurs et téléspectateurs, ne pas hésiter à s'inscrire à la SLOCA déjà peut-être. Alors ne pas hésiter à devenir membre de la SLOCA, merci. Ça c'est une certitude. Mais surtout,
contestez toutes les hausses de loyer que vous recevez. La plupart du temps, mais vraiment je dis la plupart du temps, elles sont infondées. On obtient de très très bons résultats en les contestant. Et puis l'autre outil qui est absolument essentiel pour les locataires et qui permet vraiment d'obtenir de très bons résultats, c'est ce qu'on appelle la contestation du loyer initial. Vous signez votre bail, vous rentrez dans votre appartement, vous contestez votre loyer à ce moment-là. Et là, vous seriez étonné à quel point on arrive à obtenir des résultats incroyables en allant devant les tribunaux parce que les bailleurs ont des rendements excessifs. Et puis on arrive à réduire ces rendements-là en réduisant les loyers. Et puis, quand c'est 200, 300 francs de moins par mois de loyer, cet argent, il est mieux dans votre poche que dans celui de votre gérance. Faut pas avoir peur, plus. Faut pas avoir peur. Contrairement à ce qu'on croit, il y a finalement assez peu de mesures de rétorsion qui sont organisées. Les locataires peuvent quand même être protégés contre les résiliations, contre des mesures de représailles. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Et puis, à la SLOCA, on est là pour vous accompagner dans vos démarches. Très bien. N'en demeure pas moins qu'il y a du pain sur la planche. Du pain sur la planche, mais on est là pour ça. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Jessica Jacot? De tenir le coup jusqu'à l'été. Voilà, alors on vous souhaite, évidemment. Balance ton sport. Balance ton sport, les news. On parle de danse maintenant. Demain commence la fête de la danse, notamment dans le canton de Neuchâtel. C'est partout en Suisse, mais c'est aussi du côté de Neuchâtel. Des spectacles, des cours et des performances sont prévus jusqu'à dimanche. Eh bien, on en parle ce matin avec votre invité Léo de Garrick. Mehdi Berdaï, bonjour. Vous êtes programmateur et coordinateur de l'événement pour Neuchâtel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Bonjour Mehdi. D'abord, pour clarifier les choses, on est dans une chronique sportive, on parle de danse. La danse, on la met catégorie sport, catégorie art, un peu les deux? Un peu les deux, complètement les deux, je pense. Ouais, ça a tout à fait sa place dans une catégorie sport. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est un sport? C'est une hygiène de vie, c'est un entraînement quotidien. Voilà, chaque danseur, danseuse a sa manière d'aborder finalement la discipline, mais je pense que c'est très exigeant pour le corps. Et voilà, les carrières s'arrêtent comme au niveau des sportifs de haut niveau. Enfin, ça a une durée de vie aussi limitée. Et puis c'est très complet. Enfin, voilà. Beaucoup de choses, je pense, qui peuvent l'affilier au sport. Bon, ça dépend quelle danse. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais, quelle danse, et puis la manière d'aborder la danse contemporaine peut être abordée de 1000 manières différentes, certaines très sportives, d'autres moins, mais ça reste exigeant quoi qu'il en soit. Et cette fête de la danse, l'une des missions premières, c'est d'initier le public à différentes danses? Ouais, c'est quelque chose de très populaire. Je pense qu'il s'adresse à la fois aux amateurs et puis aux personnes plutôt novices. C'est une vitrine de la danse, un petit peu dans toute la Suisse, à travers beaucoup de styles, beaucoup de manières d'aborder la danse, justement. Mm-hmm. Le programme de cette semaine de la danse, il est très dense, si je puis me permettre. Ça commence demain au l'Athénium à Haute-Rive, avec un premier temps fort dès demain, moitié spectacle, moitié atelier avec les artistes. Effectivement, qui s'adresse plutôt à un jeune public. Donc là aussi, l'idée d'aller à la rencontre d'un public peut-être moins habitué des salles de spectacle. Ça se passe en extérieur, en espérant qu'il se fasse beau, mais ça se passera quoi qu'il en soit en extérieur. C'est Yasmine Hugonnet, donc un prix suisse de la danse, qui nous fait l'honneur de venir à Neuchâtel dans le cadre de Steps aussi, un festival donc, qui a lieu tous les 2 ans par la Migros et qui se déroule cette année. Voilà, un très beau spectacle de danse contemporaine et effectivement un atelier jeune public par la suite. Jeudi et vendredi, on a 2 fins de journée avec 3 spectacles chacune. Est-ce que vous avez un coup de cœur sur ces 2 jours, un spectacle à conseiller? J'ai beaucoup de coups de cœur, effectivement, puisque j'ai la chance de programmer à Neuchâtel, j'ai envie de dire, venez tout voir. Et puis en fait aussi, le principe de la fête de la danse invite quand même à voir pas mal de choses, puisque c'est un tarif unique pour toute la manifestation. Il y a de la programmation locale, il y a de la programmation plutôt suisse. Je dirais, moi, je suis très heureux d'accueillir Cooper et Voldo qui sont venus sur le plateau, sauf erreur, il y a quelques jours. Effectivement, c'est bien, vous êtes un fidèle, c'est bien. Ouais, et qui viennent vendredi soir à 20h au Théâtre du Concert à Neuchâtel nous présenter en exclusivité mondiale, je dirais, leur prochaine création, du Odyssey. Mm-hmm. Voilà. Et vous l'avez dit, faut se munir d'un pass pour assister à la manifestation quand on est spectateur. Comment ça se passe dans le déroulé? Est-ce qu'on est forcément passif sur des spectacles classiques? Je crois qu'il y a des particularités. On peut être un peu actif aussi pendant la durée de toute la semaine. Pas tous les jours, pas tous les événements? Non, c'est vrai. Comme je le disais, en fait, la fête de la danse, c'est une manière finalement de représenter la danse à plusieurs niveaux. Donc il y a des spectacles, il y a des ateliers, il y a des cours, il y a des performances, il y a des choses plutôt interactives. Alors pas tout le temps, typiquement à Neuchâtel, on est entre 20 et 25 coordinations dans toute la Suisse. Mais effectivement, l'idée, c'est de couvrir un spectre relativement large de ce
que peut être la danse, et effectivement, elle peut être pas mal de choses. Donc, on invite tout un chacun à s'essayer. Et je pense que pour apprécier, il faut essayer, il faut comprendre. Et voilà, c'est un peu une manière de conduire les gens vers une ouverture peut-être au monde chorégraphique un peu plus large. Samedi, c'est un peu le point d'orgue de la semaine de votre côté, avec énormément de styles de danse différents proposés. C'est ça, l'idée, c'est de montrer un spectre le plus large possible? Alors samedi, c'est vrai que c'est le jour où déjà les gens ont congé pour certains et certaines d'entre eux. Donc on est un petit peu plus en rue, on est un petit peu plus en journée aussi, moins forcément en soirée. On accueille des spectacles donc en centre-ville de Neuchâtel, sur une place extrêmement fréquentée. Et puis il y a des choses, je dirais, très dynamiques, colorées, pétillantes. Voilà, pour aller à la rencontre du public. Effectivement, quand on est en rue, on cherche à aller chercher le public plus que le public vienne à nous. Et voilà. Donc ensuite, peut-être le conduire le soir au théâtre ou pas. Mais en tout cas, effectivement, c'est un programme assez mixte le samedi. Et puis, il y a aussi des cours tout au long de la journée avec les profs de Neuchâtel qui ont envie de donner des cours d'initiation, de présenter leur discipline. Donc, ça va de la danse classique au moderne, à la salsa, aux danses de couple, aux danses urbaines. Voilà. Et vous, en plus de programmer cet événement, vous êtes danseur, chorégraphe. Qu'est-ce que ça change en tant qu'artiste dans le lien au public, ces moments dans la rue? C'est un contact que vous avez rarement avec votre public. C'est vrai, et puis moi personnellement je danse assez peu dans la rue, on l'a fait avec la compagnie effectivement il y a quelques années, cette fois on le fait un peu moins par choix, parce que moi j'apprécie vraiment cette neutralité que le théâtre finalement permet, mais certaines compagnies le font très bien justement, de pouvoir s'adapter à tout type d'environnement, et je pense que c'est vraiment un talent, comme le talent d'enseigner. Voilà, c'est des choses qui sont innées chez certains artistes, qui ont ce rapport au public qui est valorisé dans la rue, je trouve. Et je pense que certains publics aussi, ça peut être une première étape ou même pas. Hein, c'est un métier en soi finalement d'être artiste de rue et danseur de rue. Peut être une composante de la danse. Et pour conclure, j'aimerais citer une jolie phrase qui est sur le site de la Fête de la Danse. La Fête de la Danse, c'est l'occasion d'être curieux, curieuse. Est-ce que c'est bien d'arriver en étant... Il y a besoin d'être ouvert d'esprit pour cette manifestation-là? C'est un petit plus? Oui, évidemment qu'on préfère que les gens, disons, viennent au cours ou au spectacle en étant ouverts d'esprit, effectivement. Mais je pense que ce que ça signifie concrètement, c'est qu'effectivement, ça s'adresse à des personnes peut-être novices, moins expérimentées dans le monde de la danse, qui sont effectivement curieuses, qui ont envie de découvrir. Et puis souvent, on se sent parfois illégitime en tant que spectateur ou spectatrice d'aller voir des spectacles de danse, parce que c'est vrai, ça parle peu, des fois on comprend pas grand-chose. Et voilà, il faut se faire confiance aussi et savoir peut-être découvrir avec d'autres sens que celui de la parole, être effectivement curieux, ouvert, et puis laisser un peu parler sa sensibilité. Et on a le droit de pas aimer aussi, hein. Eh bien, merci beaucoup, Mehdi Berdaï. La Fête de la Danse à Neuchâtel, c'est du 1er au 5 mai et c'est toute cette semaine en Suisse romande. Merci. Je terminerai par cette phrase, c'est la fête de la danse, alors faites de la danse. Vous l'aviez pas celle-là, hein? Celle-là, elle est belle. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Mardi Cinéma, nous sommes le 30 avril. Bonjour Thomas Lécuyer, bonjour, comment ça va? Philippe, ça va très bien, et vous? Oui, ça va bien, merci d'être avec nous. On va parler de plein de choses, des sorties cinéma de la semaine dans quelques instants. Et puis des invités, Karine Viard, que vous avez eu l'occasion de rencontrer notamment aux rencontres du 7e art. Les rencontres, on fait de belles rencontres justement, on en reparlera d'ici quelques instants. Et puis Simon David, le réalisateur, qui sera là tout à l'heure pour nous parler notamment de son film The Avengers. Hein. Les Avengers, à ne pas confondre avec les Avengers tout court, un documentaire sur la ZAD du Mormon. Alors, bien prononcé, effectivement. Merci d'être là, tout va bien pour Thomas? Tout va très bien, je vous plein propose, de news. Sans plus attendre, d'envoyer le projecteur, et c'est parti avec les news cinéma de cette semaine, et on commence avec la ressortie en salle dès demain de l'épisode 1 de Star Wars, la menace fantôme, avec son jeune Anakin Skywalker tout choupinou, sa légendaire course de modules et son Jar Jar Binks ridicule. Oui Philippe, le film est sorti au siècle dernier, en 1999,
Et il ressort en salle demain sur les écrans pour fêter ses 25 ans dans une version évidemment totalement restaurée. Alors si vous êtes fan, si vous n'avez encore jamais vu ce film parce que vous le vivez dans un frigo depuis 25 ans, ou si vous avez envie de rejoindre le côté obscur de la Force, comme le fera bientôt le jeune Anakin tout blondinet, rendez-vous dans les salles obscures pour cette ressortie anniversaire. Et il est pas si mal que ça cet épisode 1. Hein. Franchement, on en avait dit beaucoup de mal à sa sortie, mais quand on voit les autres, en fait celui-là est pas mal. Oh, encore. Très bien. Donc ça sort bientôt. Mais non, vous êtes pas mon père, vous êtes tellement jeune. Oh, c'est gentil là. Là, c'est vrai, attends, je vais te donner mes pompes si t'as envie de serrer des pompes, y a pas de souci. Hein. Et on passe à un autre film, Maxime. On parle maintenant de Maxime, le film d'horreur incontournable de l'été 2024, hein, sortie prévue fin août en Suisse, à noter déjà dans vos agendas. Après X et Pearl, T. West boucle une brillante trilogie d'horreur, quelque part entre Quentin Tarantino et John Carpenter, avec... Comme dans tous ces films, un vrai amour du cinéma, une vraie déclaration d'amour au 7e art. C'est plein de clins d'œil, hein, notamment à Psychose ou à Halloween. Alors T. West, c'est un nouveau petit génie d'Hollywood qui s'amuse sans arrêt à citer ses pairs avec beaucoup de talent. Dans X, son premier film, il rendait hommage à Massacre à la tronçonneuse. Dans Pearl, le préquel de X, il parodiait Mary Poppins et le Magicien d'Oz version gore. Et dans Maxine, il nous plonge dans le cœur des années 80 et dans un Hollywood sanglant et clinquant sur les traces de Maxine qui rêve de devenir une superstar. La bande-annonce est prometteuse pour frissonner dans les salles obscures cet été. C'est noté. Atlas aussi, à l'affiche oui, news. Une très grosse nouvelle, Philippe. On sait enfin qui va sauver le monde. Et je vous le donne en mille. La personne qui va sauver le monde, Philippe, c'est Jennifer Lopez. Oui, J-Lo va sauver le monde d'une vilaine, méchante intelligence artificielle dans Atlas à découvrir sur Netflix dès le 24 mai. Moi, j'aurais pas parié sur J-Lo au départ pour sauver l'humanité. Mais bon, voilà, Netflix en a décidé ainsi. Atlas, c'est l'histoire d'une misanthrope redoutant l'intelligence artificielle et les ordinateurs et devant collaborer avec un robot intelligent dans le but de sauver l'humanité. La première bande-annonce laisse même suggérer une romance entre J-Lo et son robot. Alors après P. Diddy, Ben Affleck, Marc Anthony et Drake, dans la vraie vie, on peut dire que les crushs de J-Lo sont de plus en plus bizarres. Tiens, voilà, très bien. Ben, merci pour cette info. Merci J-Lo, merci d'être là pour sauver le monde. Merci de sauver l'humanité. Entre les murs. Oui, on finit avec un carnet noir pour ces news, puisqu'on a appris la semaine dernière la disparition du cinéaste Laurent Cantet, décédé le 25 avril à l'âge de 63 ans. Alors réalisateur, scénariste et directeur de la photographie, Laurent Cantet laisse derrière lui une œuvre cinématographique captivante et très humaniste. Son film Entre les murs a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2008 et le César de la meilleure adaptation. Il a été aussi nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. Laurent Cantet, c'est aussi le César de la meilleure première œuvre pour ressources humaines en 2001. Et une collection de films hommages à Laurent Cantet est à retrouver dès à présent sur MyCanal. Un hommage, une programmation hommage. Il y aura notamment L'Emploi du temps, Vers le Sud, Ressources humaines, Les Sanguinaires, Retour à Ithac et bien évidemment Entre les murs, un hommage sur Canal à découvrir cette semaine. Le cinéma français a perdu un grand réalisateur et un beau personnage. Allez, on passe au journal des sorties de cette semaine et on commence par Dieu est une femme. Oui, Dieu est une femme, un documentaire d'Andrés Perrault qui raconte le projet d'explorateur Pierre-Dominique Guessot qui a été oscarisé pour son documentaire Le ciel et la boue. Et il se rend au Panama en 1975 pour réaliser un film sur la communauté fermée des Kunas où la femme est sacrée. Alors Guessot, son épouse et leur fille Akiko vivent pendant une année avec cette tribu, les Kunas, mais le projet fait faillite. La copie est confisquée par une banque et 50 ans plus tard, les Kunas attendent toujours de découvrir leur film, devenu une légende transmise par les plus anciens aux plus jeunes un jour. Une copie cachée est retrouvée à Paris et Perrault, le réalisateur de ce documentaire qui sort demain, part à la rencontre des Kunas avec cette copie pour leur montrer le fameux film en question. C'est passionnant. Je tiens à préciser que vous avez dit les Kunas, attention, pour ceux qui auraient peut-être mal entendu. N'ayez pas à vous faire de mauvaises... Je ne vais pas mourir de rire à cette blague, Philippe. Mais non, c'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. N'attendez pas trop de la fin du monde.
Oui, à découvrir aussi demain en salle ce film roumain de Radu Iude, quasiment 3 heures, qui suit la course folle d'Angela, assistante de production, qui parcourt la ville de Bucarest pour le casting d'une publicité sur la sécurité au travail commandée par une multinationale. Alors le film est présenté comme une sorte d'Alice au pays des merveilles de l'Est, et on va découvrir tout au long de son épuisante journée des grands entrepreneurs, des harceleurs, des riches, des pauvres, des gens avec de graves handicaps, des partenaires sexuels un petit peu barrés, un avatar numérique et une autre Angela sortie d'un vieux film oublié. On va aussi voir des occidentaux, un chat, l'horloge du chapelier fou. Bref, c'est complètement barré. C'est un ovni cinématographique et un pamphlet loufoque qui dépeint le cynisme et l'ignominie du capitalisme néolibéral de manière grinçante et saisissante. N'attendez pas trop de la fin du monde. C'est bien ça ou pas? C'est totalement fou. Ouais. Faut être bien accroché. D'accord. Le tableau vol. Le tableau volé. Attention, avec Alex. Volé, mais c'est pas l'accent. Vous n'avez pas mis l'accent. Avec Alex Lutz, mais tableau vol. Attention. Léa Drucker et Nora Hamzaoui, qui se retrouvent autour d'une célèbre peinture d'Egon Schiele spoilée par les nazis durant la guerre. C'est la proposition du nouveau film de Pascal Bonitzer, le tableau volé. Donc effectivement, il manque l'accent. André Masson, commissaire priseur dans la célèbre maison de vente Scotties, reçoit un jour un courrier selon lequel un tableau du célèbre peintre a été découvert chez un ouvrier à Mulhouse. Alors bon, il est sceptique, il se rend sur place et effectivement, le tableau est authentique, un vrai chef-d'œuvre disparu depuis 1939, spoilé par les nazis. André voit dans cet événement le sommet de sa carrière, mais c'est aussi le début d'un combat qui pourrait la mettre en péril. Il va être aidé pour cela par son ex-épouse et collègue Bertina et par sa fantasque stagiaire Aurore. C'est plutôt une comédie et Alex Lutz est excellent dans le film. Les cartes du mal. Oui, c'est le film d'horreur de la semaine pour faire frémir les ados dans les salles obscures. Une bande d'amis transgresse sans scrupule les règles du tirage du tarot et libère à leur insu un esprit maléfique piégé dans les cartes maudites. Un par un, Philippe, il découvre le sort qui les attend et se retrouve piégé dans une course contre la mort pour échapper aux prédictions de leur tirage. J'ai envie de dire rien de nouveau, mais si vous aimez le petit frisson du samedi soir, allez voir ce film d'horreur, mais surtout allez voir Maxine dont j'ai parlé dans les news, mais ça sortira cet été. Un dernier pour la route. Oui, on finit le journal des sorties avec The Land Within, un film suisse et kosovar de Fisnik Maxwell, à découvrir aussi en salle dès demain. Après des années d'exil en Suisse, Remo retourne dans le village de son enfance au Kosovo. Il doit aider sa cousine adoptive Una à exhumer un charnier qui contient la plupart des membres de leur famille. Enterré là pendant la guerre, c'est un drame sur la possibilité de faire éclore la vérité dans un endroit qui n'a connu que la douleur et la survie. Un drame poignant suisse et kosovar sorti demain sur les écrans. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Et le top de la semaine, et on commence par ce premier film que vous nous proposez, le premier top de la semaine. Oui, alors ce sera peut-être mon film préféré de l'année, tellement je l'ai trouvé cool. Après le délirant et explosif Bullet Train, David Leitch signe un nouveau sommet d'action et de coolitude avec le reboot d'une des séries les plus cultes des années 80. Je veux bien sûr parler de L'homme qui tombe à pic. Comment être un homme, posait tout à l'heure la question, Emmanuel Moir a posé cette question dans sa chanson Comment être un homme. Et ben peut-être en regardant comment Ryan Gosling joue le rôle de Colt Seavers, qui était incarné par Lee Majors dans la série. Le vieil acteur mythique fait d'ailleurs une apparition dans le film. Alors Colt, c'est toujours un cascadeur, frimeur, beau gosse et beau parleur. Il est amoureux fou d'une caméra woman qui est propulsée réalisatrice de blockbuster et il se retrouve malgré lui mêlé à une affaire de meurtre sur un plateau de tournage. Il va devoir mener l'enquête pour ne pas finir suspect numéro 1. Le film est une montagne de fun intelligent. Le scénario est bien écrit, c'est bourré d'action, ça ne se refuse aucun délire. Il y a notamment une scène qui pour moi sera sans doute une des scènes de cinéma de l'année 2024, une scène d'action avec une licorne qui est derrière Ryan Gosling, une vraie licorne qui est là pendant au moins 10 minutes dans le film. Bref, David Leitch ne se refuse rien et propose en même temps un portrait grinçant de l'industrie hollywoodienne. Ça appuie là où ça fait mal, c'est moqueur. Et c'est surtout doublé d'un hommage bluffant au métier de cascadeur. Parce que Philippe, David Leitch, c'est un cascadeur. Et oui, de formation. Et il aime quand ça pétarade sévère. On lui doit notamment le premier John Wick, on lui doit aussi Deadpool 2, on lui doit un Fast and Furious. Et on sent l'amour et le respect de la profession avec un savoir-faire exceptionnel. Les scènes d'action, les scènes de cascade sont absolument hallucinantes. Il faut aller voir ce film au cinéma sur le plus grand écran possible. D'ailleurs, il est projeté en IMAX dans certaines salles. Et puis, c'est évidemment un Ryan Gosling show de 2 heures. Ryan Gosling se donne à fond, il est incroyable. Emily Blunt est excellente aussi. Bref, c'est bien écrit, bien joué. Ça vaut son ticket de cinéma.
c'est un vrai coup de cœur. On a compris, c'est un Ah ouais, non mais c'est super. Ça j'adore. déchire grave sa race, on dit maintenant. Voilà, on l'a compris. Très bien, pourquoi pas, merci. Ça c'est sympa, ça pètera, c'est un truc qu'on aime bien voir au cinéma. Et puis en finalement. plus, ça offre une relecture des personnages féminins, parce que dans la série, c'est un peu que des faire-valoir, et cette fois-ci, évidemment, et tant mieux, elles ont une vraie place, et c'est un peu elles qui lead le film. C'est génial. Un petit truc en plus, vous nous proposez aussi dans le Oui, Philippe, c'est mon deuxième coup de cœur de la semaine. Artus, qui est de plus en plus présent sur grand écran et multiplie les projets de cinéma, réalise son premier film. J'y allais, je dois avouer, un petit peu à reculons parce que le pitch était quand même très casse-gueule. C'est l'histoire d'un fils et de son père qui sont en cavale et qui sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Et ils se font passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Alors, Artus, qui joue les personnes atteintes de handicap, on pouvait craindre le pire. En fait, non. Le film est une très jolie surprise, bien plus que le numéro d'Artus, qui joue donc le faux handicapé, ou celui de Clovis Cornillac, qui cabotine un max dans la peau d'un vieux cambrioleur à la dure. On peut retenir de cette comédie feel good et franchement drôle un vrai point de vue de réalisateur et surtout les formidables performances des 11 acteurs en situation de handicap qui jouent dans le film. Il y a 11 acteurs qui jouent dans le film et c'est une vraie visibilisation sincère, impertinente et touchante de ces personnes hors du commun qui ont tant à proposer. Elles jouent toutes très très bien, il y a des situations très drôles, très émouvantes, et en fait dans cette société finalement très validiste où on veut pas encore montrer ces personnes, leur donner la place qui est la leur, la place qu'elles méritent, eh bien ce film fait du bien parce que ce sont elles et eux les vrais héros et héroïnes de ce film. Le vrai truc en plus de ce film d'Artus, c'est donc ces 11 comédiens et comédiennes neuroatypiques qui crèvent l'écran, entourés des comédiennes Alice Blaïdi et Céline Groussard. Un film très touchant. Une belle surprise. Ouais, et très drôle aussi. Très drôle et très drôle. On rit beaucoup. À voir donc dès demain dans les salles obscures. Bon, allez, vous nous parlez de John Travolta et de Olivia Newton-John. Et oui, on met sa brillantine, le tube de Grease, You're the One, What I Want, qui a été écrit, figurez-vous, par John Farrar, le guitariste des Shadows, un mythique groupe de rock des années 60. C'est pour ça que ça sent bon le vieux rock'n'roll. Les Shadows, on leur doit notamment l'inoubliable tube Apache. Et je sais pas si vous vous souvenez, Philippe, mais il y avait une version de cette chanson en 1979, chantée par Sim et Patrick Topalov. C'était Où est ma chemise grise? Mais on va écouter la version originale. Voici You're the One That I Want. Alors comme vous avez grillé l'intro, on va se la remettre. Allez, c'est parti. Voici la musique de Grease pour vous sur M. My heart is set on you.
Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Mardi Cinéma, comme tous les mardis avec Thomas Lécuyer, les films à voir dans les salles obscures à partir de demain. Ça se passe comme ça, c'est sur M le Média et sur Canal+. Merci d'être avec nous. Et nous recevons ce matin Simon David, réalisateur des Avengers, un documentaire qui va nous plonger au cœur de la ZAD du Mormont. Bonjour Simon David. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, merci d'être avec nous. Thomas Lécuyer, on va parler de ce film. Oui Philippe, la ZAD du Mormont, créée par des activistes en lutte contre l'extension de la carrière du cimentier Holcim en octobre 2020, a été démantelée par les forces de l'ordre le 30 mars 2021. Simon David, dans les Avengers, vous documentez justement en immersion totale le quotidien des activistes de la ZAD jusqu'à son démantèlement, et vous tentez de dresser un portrait de leur lutte et de leur motivation. Comment vous avez obtenu leur confiance et le droit de filmer cet environnement très secret ? Alors disons que moi je suis arrivé un mois avant l'évacuation et puis j'y ai passé sur place 2 semaines et demie, donc j'ai dormi là-bas pendant 2 semaines et demie. Mais ça a été tout un processus avant même de filmer, de pouvoir filmer, que de communiquer avec le groupe entier, que j'avais ce projet de The Avengers qui était pareil, donc des masques de super-héros sur plusieurs militants et militantes qui représenteraient différentes facettes du militantisme. Donc il y a eu tout un process et un travail avant même que de pouvoir commencer à filmer mes super-héros et super-héroïnes. Alors oui, les super-héros et super-héroïnes du film portent des masques dans le film, plus qu'un processus créatif et narratif, c'est aussi une obligation pour eux, parce qu'ils ne doivent pas être identifiés. Tout à fait, par contrainte d'anonymat, ils sont obligés de porter ces masques, et puis moi j'ai voulu en faire une force, et j'ai été dans la démarche de vouloir montrer ces masques. Puis c'est aussi pour ça que j'ai décidé de prendre des masques aussi forts dans ces masques qui représentent un symbole presque ultra-capitaliste dans une lutte anarchiste. Je trouvais qu'il y avait un décalage poétique d'utiliser ces masques. Et puis ces masques de super-héros aussi, j'ai aussi voulu les utiliser parce que c'est une manière pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le concept de ZAD, peut-être de s'identifier à ces personnes. Donc voilà. Pour vous, justement, ce sont des super-héros, ces militants, ces activistes ? Alors ce que je vais répondre, c'est quand je suis arrivé, j'admirais ces personnes. Parce que c'est dans un pays où on pense de façon tellement consensuelle, c'était pour moi un choc de voir quelque chose d'aussi radical. Après, durant tout le processus de fabrication, durant tout le processus de tournage, et puis ensuite après la ZAD, ça a été aussi un peu plus complexe avec certains et certaines militantes. Mais oui, il y avait une forme d'admiration que j'avais pour eux. Oui, parce qu'on voit dans le documentaire, c'est pas une hagiographie, vous n'êtes pas en train de faire un documentaire à la gloire forcément des zadistes, il y a des moments de doute aussi, des zones plus sombres du mouvement, comme par exemple le témoignage d'un des membres de la ZAD, qui avoue être un peu effrayé qu'on n'ait pas vraiment le droit au sein de la ZAD d'avoir sa propre pensée ou de sortir du dogme, et qui exprime ses craintes même d'être finalement, d'avoir sa pensée pilotée. Ouais, tout à fait, parce que disons que dans mon film, je me concentre vachement sur la ZAD elle-même, plutôt qu'aller aussi questionner Holcim, par exemple, Holcim que je montre vraiment à distance. Donc pour moi, c'était aussi une façon de questionner la ZAD elle-même. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce sujet de documentaire ? Pourquoi vous avez choisi de faire un documentaire sur ce sujet ? Mais parce que je pense que c'est mon rôle en tant que documentariste et artiste de m'intéresser à ces mouvements et ces luttes. Puis moi, il y a un film très important pour moi qui est le Black Panthers d'Agnès Varda, qui est un court-métrage documentaire d'Agnès Varda qui documente le quotidien des Black Panthers. Et puis de la même manière, c'est aussi mon rôle, et sous forme artistique, j'ai voulu documenter ce mouvement, ce qui n'a pas été simple. Vu que j'ai toujours voulu et j'ai toujours revendiqué une indépendance artistique face au mouvement, mais c'est mon rôle de documenter ces luttes aussi. Alors la police cantonale vaudoise, elle a entamé l'évacuation des activistes le 30 mars 2021. Les forces de l'ordre ont déployé à l'époque 600 personnes, des véhicules, des blindés, pour une opération spectaculaire. Les militants ont été rapidement délogés. Une 50aine de personnes refusent de donner leur identité. Elles sont placées en garde à vue pendant plus de 24 heures. Toutes ou partie de ces personnes sont soumises à une fouille à nu, certains seront condamnés. Est-ce qu'on a assisté à un abus de pouvoir flagrant de la part des autorités vaudoises sur la gestion de cette situation ? En garde à vue, complètement, je pense, oui. Comme on l'entend par un avocat dans mon film, ouais.
Oui, parce que votre documentaire va jusqu'au démantèlement, raconte aussi un peu ce qui s'est passé après les interventions de la police. Le tribunal fédéral a d'ailleurs annulé les condamnations des zadistes du Mormon en octobre 2023. Il a reproché à la justice vaudoise d'avoir violé le droit fondamental à un procès équitable et condamné le canton à verser une indemnité de 1000 francs à chacun des militants. Quel est le message de votre documentaire finalement ? Est-ce que c'est un message de soutien ? Est-ce que c'est un appel à la lutte ? Ou est-ce que c'est une réflexion, un témoignage sur la complexité d'une époque et de ses nombreux enjeux ? Alors je dirais que c'est une réflexion artistique et sensible d'une utopie qui s'est vue se réaliser en fait sur la colline du Mormon. Cette lutte pour moi, elle a été la réussite et le symbole d'une égalité qui a pu exister. En tout cas, le film est à découvrir un peu partout en salle en Suisse, notamment le 8 mai à Châteaudet au cinéma Eden, le 26 mai. Note, il y a quelques dates. À la Bobine au Sentier le 6 juin, à la Dacha à Lausanne. On pourra aussi le voir à Fribourg et à Delémont. Et toutes les dates sont disponibles sur le site zadvengers.ch. C'est ça, je me suis pas trompé. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Simon David. Merci. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Karine Viard est l'invitée de Mardi Cinéma pour une interview exclusive enregistrée lors de son passage aux rencontres du 7e art à Lausanne. C'était il y a quelques semaines et vous avez eu la chance de rencontrer cette comédienne qui évoque notamment son riche parcours et ses futurs projets, mon cher Thomas Lécuyer. Oui, Philippe, avant de parler avec elle de son actualité, Karine Viard parcourt avec nous sa riche filmographie et parle notamment des films qu'elle a préférés tourner. Interview. Bonjour, je suis Karine Viard et vous êtes sur M, le média. Évidemment, ça va être complètement subjectif parce que je pourrais pas... D'abord, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Et je parlerai de ces films, c'est aussi très lié aux souvenirs que j'en ai. C'est-à-dire que c'est pas tant... par exemple, je pense à La Famille Bélier, qui a eu un succès international, qui personnellement m'a beaucoup aidé à dire, voilà, c'est une actrice bankable, elle a participé à ce film, mais c'est un film que j'ai pas aimé faire en fait. Donc je pourrais pas parler de ce film, par exemple. Mais par contre, Haut les cœurs, c'était une expérience intime très forte. Je pense à 21 nuits avec Patty, des frères Larieux. Ça a été aussi une aventure amicale, super forte, incroyable, avec un rôle super gonflé. Qui n'a pas été du tout simple à faire. Je pense à Police de Maïwenn parce que j'adore ce film et qu'on a été une espèce de troupe comme ça. Qu'est-ce qui me vient d'autre ? J'ai aimé tourner avec Christian Vincent parce qu'il m'a appris un peu ce que c'était qu'un acteur dans un cadre. J'ai aimé tourner avec Clapiche parce que Clapiche il rend les choses très excitantes comme des bulles de champagne. Tourner avec lui c'est toujours très amusant, c'est toujours très intense. Bon, il y en a plein en réalité. J'ai adoré Chanson douce. J'ai adoré ce rôle. Ce rôle, c'est un de mes rôles préférés. C'était un rôle difficile, c'était un rôle âpre, un rôle violent, mais j'ai tellement aimé le faire. Bon, voilà. Très grande actrice, très grande personnalité du cinéma français. Oui, on pourra retrouver Karine Viard prochainement sur France 2 dans une série très attendue sur les coulisses de la vie politique en France, adaptée d'un livre co-signé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. La série s'appelle Dans l'ombre et suit le parcours de Paul Francoeur, 20 ans de politique, vers l'ascension qui doit le conduire à la présidence de la République. Karine Viard, qui aime donc jouer des rôles difficiles, y joue celui d'une dirigeante d'extrême droite et elle revient pour nous sur les relations compliquées qu'entretient le milieu du cinéma avec le milieu politique et notamment sur le fait que les actrices et acteurs affichent de plus en plus ouvertement leurs opinions politiques en public. Je pense que quand tu es acteur, à moins que tu veuilles mener une carrière politique, je pense qu'il vaut mieux se la boucler. D'abord parce que si tu dis trop tes inclinations politiques, si tu donnes trop ton avis, je pense que ça peut éventuellement te bloquer dans tes rôles. C'est-à-dire que plus tu es neutre, plus tu es dans une forme de neutralité, plus on peut t'imaginer aussi bien à droite qu'à gauche. Là, j'ai fait une femme politique dans une série qui va sortir sur France 2 en France. Je suis vraiment la droite de la droite. Ça m'a follement amusée.
je suis globalement de gauche, mais je veux dire, j'ai pas envie de trop témoigner de ce qu'est la politique pour moi, parce que je veux pouvoir jouer des gens de gauche ou des gens de droite. C'est beaucoup plus marrant de jouer les méchants, c'est beaucoup plus marrant de jouer les gens incorrects. Oui, moi ça m'amuse beaucoup plus. Nos électeurs ne veulent pas des centristes. Pas des centristes, ce sont des éponges molles. Oui. Tu ne m'auras pas là-dessus. Et en me choisissant, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas qu'on dévie vers les extrêmes. Oh non, s'il te plaît. Ce que j'aime, ce sont les choses très différentes. C'est pas tant ce que je propose que ce qu'on me propose, que j'ai la chance qu'on me propose. On me propose des choses très différentes. On me propose des drames, on me propose des comédies, on me propose des rôles avec des tonalités très différentes. Et vraiment, c'est là-dedans que je me renouvelle, que je me vautre. J'aime ça infiniment. J'ai pas de genre de prédilection. Comme spectatrice, je peux aller voir des choses aussi très différentes. Et c'est dans la différence que je m'épanouis. On se casse. Merci Thomas Lécuyer pour cette interview et cette rencontre avec Karine Viard. Et dans l'ombre, avec donc Karine Viard, Melville Poupeau et Swan Arlo, sera à découvrir prochainement sur France 2 Karine Viard, qui aime donc les rôles politiques, parce qu'elle jouera aussi prochainement le rôle d'une première ministre française dans Fils 2, qui sort prochainement au cinéma.